messieurs, bonsoir. Merci d'être venus en grand nombre pour ce grand jour. Mon ami Guillaume Sauvé nous livre enfin ce bouquin tant attendu. Subir la victoire, un titre élégant en plus, et sort et chute de l'intelligentsia libérale en Russie. C'est un plaisir de lire ce livre-là. C'est un voyage qui nous ramène dans ce qui est probablement une des périodes les plus extraordinaires du 20e siècle, les années 1987-1992. C'est l'époque où cette superpuissance soviétique se désintègre de l'intérieur, s'effondre. Et c'est un regard frais, intéressant, original que Guillaume Sauvé porte sur cette période-là, en nous faisant voyager, mais à l'intérieur de ceux qui ont été à cette période-là les superstars des médias soviétiques, les publicistes qui, à cette époque où on démocratisait la presse, des voix dissonantes qui s'exprimaient dans les médias, donc des noms d'intellectuels qui vont devenir très connus pour tous les soviétiques à la fin des années 80, des noms d'intellectuels dont on a oublié la plupart aujourd'hui. On se rappelle peut-être de Sakharov, mais pour des raisons liées à son rôle dans le développement de l'arme nucléaire qui n'ont rien à voir avec celui d'opposant politique qu'il a joué à la fin des années 80. Guillaume Sauvé, tu nous parles de ces gens-là dont beaucoup ont oublié même l'existence. J'aimerais ouvrir la conversation peut-être pour te laisser la chance de nous expliquer en quoi c'est pertinent aujourd'hui, un quart de siècle plus tard, de s'intéresser à cette mouvance intellectuelle qui a pris le haut du pavé à la fin des années 80. Oui, d'abord, je veux juste remercier et présenter celui qui va être l'animateur. Ah oui, j'ai oublié de me présenter, oui. C'est pas très élégant. Yann Brault, qui est donc nouveau professeur. Félicitations aussi au Collège militaire royal de Saint-Jean. Et donc, effectivement, pourquoi s'intéresser à la perestroïka? Donc, la perestroïka qui est le nom qu'on a donné à cette époque extrêmement importante de la fin de l'URSS. Mais en fait, bon, pour un paquet de raisons qui certaines sont très étroitement scientifiques, mais je pense que plus largement, il y a un intérêt, je pense, à revenir à la perestroïka pour, ne serait-ce que pour disséminer un ensemble d'idées reçues qu'on a sur la Russie aujourd'hui. Parce qu'effectivement, bon, la Russie, vous savez, la couverture médiatique qu'elle a en ce moment. Et disons que, par exemple, on a tendance à penser que, quand on regarde l'actualité aujourd'hui, que les Russes sont très apathiques, que les Russes ne s'intéressent pas à la politique ou seulement des petits groupes jeunes et éduqués à Moscou et Saint-Pétersbourg. On a aussi l'impression que les Russes aiment les leaders forts. Il y en a même qui ont écrit que c'était la culture politique intemporelle de la Russie, que justement cet amour de l'autoritarisme. On a aussi l'impression que les Russes aujourd'hui sont foncièrement méfiants à l'égard de l'Occident. Qui sont nationalistes, mais dans un sens même civilisationnel, dans l'idée d'un conflit avec l'Occident. Or, justement, quand on s'intéresse à la perestroïka et qu'on revient à cette période, donc la fin des années 80, début des années 90, ben, l'une des découvertes, c'est qu'en fait, la Russie était exactement le contraire de tout ce que je viens de dire. Alors d'abord, c'était absolument pas apathique, puisque la période à laquelle je m'intéresse, et c'est sans doute d'ailleurs la raison pour laquelle je m'y intéresse, c'était que c'était une période d'incroyable bouillonnement intellectuel et politique. Et juste pour vous donner un petit aperçu, un petit avant-goût de qu'est-ce que ça pouvait représenter, ce bouillonnement intellectuel, j'ai apporté ici un artefact, qui est le livre Inovani Dano, traduit, très difficile à traduire comme titre, il est paru en français sous le titre La seule issue. Mais en gros, le titre littéralement, ça veut dire Une autre voie est possible. Or, ce livre, qui en fait, comme vous le voyez, contrairement au mien, le mien, je dois dire, grâce aux presses de l'Université de Montréal, a une très séduisante apparence. Inovani Dano est absolument rébarbatif, comme vous le voyez, compte environ 800 pages de minuscules caractères tout tassés sur des... j'ai perdu mon signet, de caractères tout tassés sur du papier de mauvaise qualité, sans aucune illustration, sans aucune couleur. Ce livre était tiré à 100 000 exemplaires, ce qui n'est pas exactement le tirage de mon livre ici. Et il a disparu environ une semaine de tous les kiosques parce que les gens, à l'époque, mais le contexte était évidemment le contexte de la glasnost, c'est-à-dire le relâchement de la censure, eh bien les Russes faisaient la file
à queue, aux petites heures du matin, dans les kiosques et journaux sous la neige, pour se procurer ce genre de livre, absolument rébarbatif, comme vous le voyez, pour assister aux conférences des intellectuels dont je parle dans mon livre, pour se procurer la dernière issue, le dernier numéro des grands journaux populaires de l'époque, parce qu'il y avait vraiment cette soif d'apprendre, de voir de toutes ces opinions qui s'exprimaient dorénavant dans la sphère publique soviétique, après 70 ans de censure. Et donc, un grand bouillonnement intellectuel et en même temps un grand bouillonnement politique avec les plus grandes manifestations de l'histoire de la Russie. On fait un grand cas des manifestations qui ont eu lieu l'été dernier à Moscou. Ça n'avait rien à voir. C'était en gros 10 à 15 fois plus important à l'époque de la perestroïka. On parle de manifestations de demi-million de personnes et davantage dans les rues de toutes les grandes villes de Russie. Donc, aucune apathie, vraiment une frénésie d'apprendre, de discuter des idées nouvelles et en plus, dans une période où, en fait, ceux qui ont donné le ton, c'était ceux dont je parle dans mon livre, les intellectuels libéraux soviétiques. Et qu'est-ce qui les rendait si populaires? Eh bien, ils parlaient de démocratie et ils parlaient de rapprochement avec l'Occident. Et c'est parce qu'ils parlaient de ça qu'ils étaient si populaires. Donc, en fait, ça nous rappelle que la Russie qu'on voit aujourd'hui n'est pas une Russie qui n'est pas représentative d'une Russie qui aurait toujours été ainsi. Il y a eu des époques, et la dernière était celle-là, de très grand occidentalisme, désir de démocratie et bouillonnement civique. Ouais. Et si je peux me permettre, c'est quand même 25 ans, pas une période historique qui est trop longue. Tous les acteurs politiques en Russie se rappellent très bien de cette période d'ébullition intellectuelle extraordinaire et aussi du déclin très rapide de cette intelligentsia libérale. C'est un peu l'objectif de ton bouquin, de nous expliquer non seulement la montée, mais la chute de ce groupe d'intellectuels là. Tu nous dis, et c'est un peu une idée forte de ta thèse, puisque ce livre-là découle d'une thèse de doctorat que tu as fait à Sciences Po Paris. Une des idées fortes, c'est que tu nous dis qu'on doit un peu sortir du cadre interprétatif de la guerre froide pour arriver à bien comprendre cette montée et déclin de l'intelligentsia libérale. Est-ce que, au profit de ceux qui se sont déplacés aujourd'hui pour t'écouter, peut-être de façon assez concise, puisque tu pourrais facilement t'étaler beaucoup plus longuement, mais nous résumer un peu les grandes lignes argumentatives de la thèse qui est derrière cet ouvrage? Oui, alors, donc c'est ça. Donc, le sous-titre, c'est « Essor et chute de l'intelligentsia libérale en Russie ». Et donc, en fait, le point de départ, c'est comprendre ce phénomène qui est en fait extrêmement spectaculaire de l'essor et de la chute extrêmement rapide de cette intelligentsia. L'essor, je viens de l'évoquer, c'est le fait que dans un pays qui était habitué, donc depuis 70 ans, à avoir un dogmatisme marxiste-léniniste extrêmement intense, on s'est retrouvé à partir de 87 avec vraiment une popularité, mais grandissante et absolument étonnante, qui a surpris d'ailleurs tous les observateurs étrangers, de ces intellectuels que j'appelle libéraux, on pourra discuter de l'étiquette plus tard, qui défendaient des idées justement de démocratisation, d'introduction d'économie de marché, de rapprochement avec l'Occident, et donc une immense popularité, comme je l'ai dit, c'était des gens que tous les médias soviétiques s'arrachaient, qui faisaient des conférences à travers tout le pays, etc., etc. Or, et là c'est quelques années plus tard, c'est difficile à dater, mais vers 91, 92 et surtout vers 93, cette intelligentsia va connaître une chute, mais aussi spectaculaire que son essor. Ils vont tomber dans le sens qu'ils vont être complètement marginalisés de la vie politique, si bien qu'aujourd'hui, effectivement, c'est les perdants de l'histoire. Et en Russie, on s'en souvient soit avec ironie, soit avec nostalgie, mais ils sont complètement écartés de la carte. Et cette chute de l'intelligentsia libérale n'est même pas équivalente à ce qu'on pourrait considérer comme une sorte de ressac conservateur nécessaire après toute révolution. Comme on a vu dans d'autres démocraties, anciennes démocraties populaires, voilà, où les libéraux ont perdu en faveur pour ensuite reprendre exactement, le pouvoir. Par exemple, en Pologne ou en Lituanie, au début des années 90, les libéraux qui avaient pris le pouvoir au même moment perdent les élections, mais vont revenir plus tard. En Russie, ils perdent les élections et, enfin, ils s'éloignent de la vie politique et ils ne reviendront jamais. En fait, ils ont été complètement marginalisés, à tout le moins de la vie politique active. Maintenant, certains sont réfugiés dans l'expertise, mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, en fait, la question, c'est mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut comprendre cet essor spectaculaire et cette chute tout aussi rapide et tout aussi grave? Et en fait, là, donc, quand je dis que j'essaie de sortir du paradigme interprétatif de la guerre froide,
c'est que, ben, comme tu le dis, ces événements-là, ça fait pas si longtemps. Et alors peut-être que pour vous, ça vous paraît très lointain, ces événements, mais pour les Russes, c'est très récent. D'ailleurs, j'ai pu rencontrer à peu près la plupart des protagonistes dont je parle, avec qui j'ai fait des entrevues. Mais, et donc, parce que c'est très récent, c'est extrêmement polémique. Alors, pour nous, ça paraît un sujet un peu paisible, mais en Russie, la perestroïka, c'est un sujet vraiment très sensible. Quand je dis aux Russes que je travaillais sur la Russie, il y avait toujours une grimace absolument indéfinissable. Clairement, je travaillais sur un sujet que ça leur faisait pas plaisir d'en parler. Et donc, et parce que c'est très polémique, les interprétations ont été extrêmement tranchées. Et donc, pour le dire très rapidement, il y a d'abord, la première vague d'interprétation qui était ces gens-là, de la part des observateurs occidentaux, ces gens-là, ces intellectuels libéraux, ils sont formidables. Ce sont des libéraux, ce sont des démocrates, donc ils sont comme nous. C'est la présomption de similarité, c'est comme ça que je l'appelle. Et parce qu'ils sont comme nous, alors nécessairement, ils vont sur la bonne voie. Et si ça n'a pas marché, parce qu'il a bien fallu se rendre compte que ça n'avait pas marché, ça doit être à cause de circonstances hostiles, culture politique autoritaire, peuple moralement corrompu, etc., etc. Mais assez rapidement, dans les années 90, surtout en Russie, mais aussi chez d'autres observateurs, est né une deuxième type d'interprétation beaucoup plus critique qui disait, en fait, ces gens-là, c'est pas seulement qu'il y avait des causes exogènes, c'était aussi de leur faute. C'est aussi de leur faute si ça leur raté. Et bon, moi je dirais pas jusqu'à dire c'est entièrement de leur faute, mais il y a une part de, il y a une part de ça. Tu fais la distinction entre la thèse de la négativité qui va renier aux libéraux l'étiquette libérale qu'on leur donne en disant ce ne sont pas des vrais libéraux. Tu parles de la thèse d'inversion en disant finalement c'est des bolcheviks inversés. Ils sont arrivés avec une idéologie qu'ils ont poussée de façon maximaliste avec une violence pratiquement comparable, ce serait un peu fort avec ce qu'on avait cité pendant c'est une révolution menée d'en haut qui incarnait pas du tout les idéaux de pluralisme, de libéralisme. Voilà. Alors, en réponse à ceux qui avaient dit que c'était des vrais libéraux et que c'est parce que les circonstances étaient hostiles que ça n'avait pas marché, il y a toute la vague de ceux qui ont dit, en fait, c'était pas des vrais libéraux. Soit ils n'avaient rien compris au libéralisme, parce qu'il y avait une culture, il avait été formé dans le régime soviétique, que voulez-vous, et soit parce que il y avait justement des dispositions autoritaires, encore une fois, qui leur venaient du bagage russe, etc. Mais dans tous les cas, on reste dans l'idée que la guerre froide opposait le socialisme et le libéralisme et qu'on pouvait être soit dans l'un, soit dans l'autre. Et moi, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'en fait, il était dans quelque chose comme un entre-deux, qui était un passage vers le libéralisme, mais que j'essaie de voir à partir de leur propre catégorie, comment eux-mêmes l'ont conçu. C'est certainement la grande force de cet ouvrage-là, que tu as fait le voyage de l'intérieur en t'attaquant au texte. Faut le faire, avoir le courage de se taper les numéros de Novemir, de Znama, de ces magazines-là des années 80. Tu nous montres en quelque sorte que ce libéralisme-là, c'est un libéralisme profondément moral. La moralité est très importante. Tu fais un peu la généalogie de tout ça en montrant qu'il s'agit de la génération des années 60, ce qu'on appelle les Chistidesiatniki, les 60-ards, on pourrait traduire, qui ont connu la déstalinisation, qui ont connu le discours très moralisant sous Khrouchtchev. Ils sont déçus de la stagnation brejnevienne. Ils disent on ne peut pas continuer de vivre comme ça. Mais ce qui m'a quand même frappé, c'est la quasi-absence des références au canon du libéralisme occidental dans leurs propos. Très rarement, on ne parle pas de Rousseau, on ne parle pas de John Rawls, on parle... Est-ce qu'on a affaire à une espèce d'excroissance originale, une sorte de libéralisme indigène, où là, ça sera peut-être le temps de défendre l'étiquette? Est-ce que l'étiquette de libéraux leur colle quand même un peu à la peau? J'aimerais développer un peu. Alors ça, c'est un point qu'on m'a souvent reproché, puisqu'effectivement, comme je dis, moi, j'ai pris le parti d'essayer de décrire leur libéralisme, mais à partir de leur propre perspective, plutôt que de dire ceci est le libéralisme et on va voir si ça correspond, mais vraiment de voir à partir de comment eux définissent leurs idées, eux qu'on appelle communément d'ailleurs les libéraux, en Russie c'est comme ça qu'on les appelle, qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire avoir des idées libérales soviétiques à cette époque-là. Et effectivement, ce qu'on découvre, c'est qu'ils n'étaient pas du tout nourris par le canon de la théorie, ce qui est d'ailleurs, soit dit en passant, ce canon de la théorie libérale occidentale, qui lui-même date pas de plus tard que les années 50 à peu près, qu'on le définisse en tant, même ici, en tant que canon. Et donc, eux, ils ne citent pas les Occidentaux, mais ils citent effectivement leurs libéraux.
En fait, il cite Herzen, donc pour ceux qui connaissent un peu, c'est donc libéraliste, plus comme un socialiste humaniste qu'un libéral. J'étais un peu étonné que Herzen rentre dans la catégorie. Donc, il cite leurs penseurs du 19e siècle. Donc, c'est une branche, alors si on se place strictement du point de vue de l'histoire intellectuelle, c'est une branche du libéralisme qui dans une certaine mesure assez parallèle aux développements occidentaux, mais qui reprend plusieurs préoccupations, mais qui en même temps a, et c'est le point sur lequel j'insiste, un décalage très important avec le libéralisme occidental de la même époque, c'est-à-dire que ce libéralisme soviétique est proprement et explicitement moral. C'est-à-dire qu'il considère qu'on va avoir des institutions libérales pour, c'est ce qu'on appelle dans le terme technique du perfectionnisme, pour rendre les gens meilleurs. Ouais. Avec ce système, on va rendre les gens meilleurs, on va leur inculquer des valeurs morales substantielles, alors que tout le libéralisme occidental, à partir des années 70, a pris une tendance très fortement thèse à la neutralité de l'État, l'idée que le libéralisme va être le seul régime qui ne va pas dire aux gens comment vivre. Et eux, donc, ont cette veine qui est complètement différente donc, du libéralisme occidental de la même époque, mais qui en fait ressemble au libéralisme occidental du 19e siècle. Avec le marché qui est quand même présent, la notion de marché qui est quand même présent dans leurs écrits. Bon, c'est une intelligentsia qui se caractérise essentiellement par son opposition à ce qu'a incarné la centralisation du politique, la chaîne, le système de commandement. C'est un terme qui revient. Donc, de gens qui d'abord s'identifient à Gorbatchev, le voient comme leur principal allié, qui vont éventuellement trouver que les choses vont pas assez vite, ils vont éventuellement s'en distancier. Mais c'est aussi une partie de l'intelligentsia qui est critique de l'URSS. Il y a un autre groupe de l'intelligentsia soviétique qui est très critique de l'expérience de la modernisation soviétique, de la façon dont on a défiguré la vieille culture grande-russienne, ce qui est arrivé au sort de l'Église orthodoxe, la défiguration en fait de la vie des villages. Il y avait tout un mouvement littéraire dans les années 70. Et parallèlement à cette intelligentsia libérale, il y a cette intelligentsia on peut appeler conservatrice ou même slavophile, sur laquelle les libéraux tirent à boulet rouge. C'est très présent dans la politique. C'est l'époque, et il n'y en est pas beaucoup question dans le livre, où l'URSS se disloque justement parce que ce repli identitaire, cette volonté de renouer avec les identités nationales qui ont été folklorisées par le régime soviétique, l'URSS se disloque, on voit les montées de nationalistes dans les pays baltes, la Géorgie, les pogroms anti-arméniens en Asie. Et on dirait que toute cette question-là est pratiquement écartée de leur débat. Bien sûr, il y a une recherche d'une volonté universelle, puis on ne peut pas les blâmer de ne pas s'intéresser à une idéologie qui fait la particularité du relativisme culturel ou de l'importance de protéger la diversité des modes d'entendement humain. On n'est pas là du tout. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer que les forces sociales qui sont en train de conduire à l'éclatement de l'URSS soient à peu près absentes de leur comme objet d'analyse dans leurs articles? Est-ce que c'est en fait, on le sent chez Gorbatchev, cette insensibilité-là elle-même. Est-ce que c'est mais même en Russie, je pense à des mouvements comme Pamiat dans les années 80, puis même Yeltsin flirtait avec ces groupes-là au tout début de sa carrière politique, alors que là, pendant que ça se déroule, les libéraux, est-ce qu'ils habitent une autre planète? Est-ce qu'ils sont insensibles à ce qui se passe autour? Alors ça, c'est la grande spécificité de la situation de la Russie parmi toutes les républiques soviétiques donc, qui se disloquent dans ces années-là. Alors, c'est que dans toutes les autres républiques, la lutte contre le communisme se fait par une alliance des libéraux et des nationalistes, qui sont généralement les mêmes personnes, qui sont des nationalistes libéraux. Alors, c'est vrai dans les pays baltes, c'est vrai dans le Caucase, c'est vrai en Asie centrale, etc., etc. À chaque fois, c'est une sorte de nationalisme libéral, plus ou moins, avec des variantes, etc. En Russie, c'est ça la grande différence, c'est que le grand débat ne se fait pas, contrairement à ce que souvent on a pensé, d'ailleurs les observateurs occidentaux à l'époque, ne se fait pas entre des réformateurs et des conservateurs, mais entre une lutte à trois, entre les conservateurs communistes qui essayent de préserver le régime, et deux branches de réformistes opposées. Les libéraux, ce sont ceux dont je parle, qui donc cherchent à sortir du communisme
nationalisme dans une perspective très, très lumière française, là, universaliste, raison, progrès, modernisation et donc rapprochement avec l'Occident, et les nationalistes qui sont tout aussi anticommunistes qu'eux, mais qui sont dans une perspective de retour aux racines de la Russie, à la paysannerie, de ce qui a été détruit par la collectivisation. Et méfiant de l'Occident. Et méfiant de l'Occident. Et donc, en fait, on a deux branches de réformateurs qui, d'ailleurs, s'arrachent les cheveux continuellement dans les médias, et c'est un peu ce que j'essaie de reconstituer, en présentant toujours en fait la position des auteurs dont je parle dans le contexte de débat. Parce qu'en fait, je pense que l'opposition, elle n'aurait même pas été aussi claire pour eux-mêmes si elle n'avait pas eu lieu dans ces débats où ils sont constamment en train de se battre à la fois contre les conservateurs communistes et contre les nationalistes en faisant semblant que c'est les mêmes. Mais ça, c'est pour des fins rhétoriques. Ouais. Et donc, en fait, cette grande spécificité, c'est effectivement pourquoi sont-ils aussi virulemment antinationalistes. Pour eux, ils considèrent vraiment que toute affirmation nationale en Russie est nécessairement dangereuse. C'est du chauvinisme. On prend Lénine là aussi. Oui, c'est exactement les thèses de Lénine. C'est du chauvinisme, alors qu'ils soutiennent les affirmations nationales dans toutes les autres républiques. Ouais. Mais ils ont tendance à considérer, comme Gorbatchev, que le nationalisme, c'est quelque chose de légitime quand il est anti-impérialiste, mais que ça ne va pas vraiment aller plus loin que ça. C'est pas vraiment sérieux. Il y a des moments incroyables où, par exemple, quand il y a le conflit sanglant entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, eux, ils décident de se poser en médiateur. Ouais. Ces libéraux-là. Et mais si on avait juste une discussion plus rationnelle, on s'en sortirait. Ça n'a absolument pas marché, parce qu'en fait, la situation n'est toujours pas réglée 30 ans plus tard en ce moment entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Parce que il y a vraiment. Et Gorbatchev, de ce point de vue-là, partageait tout à fait leur vision. En fait, Gorbatchev, à mon avis, est un reflet des idées de cette intelligentsia libérale à laquelle il appartient, et sa femme aussi. Ouais. C'est-à-dire, effectivement, ils ont totalement sous-estimé la question nationale. On aimerait ça poursuivre sur ce thème qui personnellement m'est cher, mais en tout cas pour mettre un peu la table pour la discussion qu'on aura avec le public, on ne peut pas ne pas aborder la question de l'avenir de la démocratie qu'on questionne déjà dans ces années-là. Et alors on se retrouve dans une situation, tu le mentionnes bien, où on s'aperçoit que on dispose plus de l'autorité de la contrainte pour forcer le politique à prendre une direction déterminée, mais la morale libérale n'est pas non plus assez forte pour donner à la démocratie les assises qu'on souhaiterait lui donner. Et la solution qui est proposée de croire qu'on aura la démocratie par la démocratie, c'est l'idée d'un des auteurs que tu as l'air de bien aimer, un démocrate occidentaliste, l'historien Batkin, dont j'avais complètement oublié l'existence avant de relire ton livre, qui fait partie de ces oubliés. Mais tu termines avec une citation, et je vais prendre la peine de la lire au complet. Batkin écrit ça dans les jours qui suivent les fameux accords de Biéloviège, 8 décembre 1991, donc le moment où on consacre la fin de l'URSS comme sujet de droit international avec l'Ukraine, la Biélorussie, la Russie, qui fondent ce qu'on a cru être une nouvelle union, la communauté des États indépendants. Bref, il dit en décembre 91, on ne peut qu'être frappé par la vitesse fantastique avec laquelle, à partir de 1989, sur un terreau que l'on jugeait défavorable, ont poussé les premières racines, bien sûr pas partout et pas toujours en profondeur, de la liberté de parole et de presse, de la liberté d'association et de grève, mais aussi les syndicats indépendants, les rudiments du multipartisme, les possibilités d'une pression citoyenne sur le pouvoir et des élections plus ou moins libres. Indiscutablement, la Russie n'arrivera à la démocratie que par la démocratie, par l'approfondissement de ses normes et de ses habitudes. Est-ce qu'il n'y a pas dans ce propos-là une naïveté compte tenu des critiques qu'on fait sur la répression de la liberté de presse en Russie aujourd'hui? Est-ce qu'on y voit quelque chose de naïf, ou si on remet ça dans une perspective de plus long terme, une espèce d'espoir qui pourrait encore résonner dans la Russie d'aujourd'hui? Alors moi je pense qu'effectivement il y a je dirais pas une naïveté, mais il y avait disons clairement un optimisme. Juste pour situer donc cette intervention, on va peut-être faire le lien avec un élément dont j'ai parlé précédemment, qui est ce perfectionnisme, cette volonté qu'avaient les libéraux, l'intelligentsia libérale soviétique, de créer des institutions libérales
qui allait rendre les gens meilleurs. Ouais. Grâce à ça, on allait enfin sortir de toutes les déformations morales qui avaient entraîné le communisme à leurs yeux. Sauf que le paradoxe, c'était que donc, ces institutions démocratiques, la démocratie allait rendre les gens meilleurs, mais que pour avoir la démocratie, il faut que les gens soient moralement moins corrompus. Donc là, il y a comme un problème de poule et l'œuf, oui, c'est-à-dire qu'il faut des bonnes mœurs, comme il disait, il faut des bonnes valeurs, que la société partage des bonnes valeurs pour que la démocratie fonctionne, et c'est la démocratie qui va nous donner les bonnes valeurs grâce à laquelle la démocratie fonctionne. Donc là, il y avait un problème, et au départ, leur première solution, qui était très classique, humanisme, lumière, c'était que grâce tout simplement à leurs écrits, et c'est pour ça qu'ils écrivent en fait, c'est pour éclairer leurs concitoyens, ils se disent, c'est en parlant, c'est en répandant la bonne parole, comme ils ne disaient pas, parce qu'il n'y avait pas ce vocabulaire religieux, c'est en répandant la bonne parole que les gens vont finalement surmonter leurs erreurs staliniennes, néo-staliniennes, et vont comprendre l'intérêt de la démocratie, et donc ça va pouvoir fonctionner. Et ce qu'ils découvrent en fait, c'est que le relâchement de la censure n'a pas mené à un consensus autour de la démocratie, mais au contraire à une exacerbation des conflits qui en fait avaient toujours été larvés à l'époque soviétique, mais qui étaient cachés par la censure, et dont la principale ligne de fracture parmi ces conflits était justement celui contre les nationalistes. C'est-à-dire le problème, c'était pas les communistes conservateurs, c'était les autres réformateurs qui avaient juste complètement une autre vision de ce que ça voulait dire l'avenir de la Russie. Et donc là, quand on enlève la censure, on découvre qu'on n'a pas de consensus, on a juste du conflit. Et là, la question, c'est comment on va faire la démocratie dans ce conflit. Et là, vraiment, ils ne savent pas quoi faire. Ils n'avaient pas prémédité ou réfléchi à la question du pouvoir. Ils n'avaient pas pensé à la question du pouvoir. Ils pensaient que ça viendrait comme naturellement, que les gens embrasseraient la démocratie quand on leur révélerait la vérité. C'est-à-dire que Staline a fait ses crimes. Et s'il a fait ses crimes, évidemment, il faut s'éloigner du stalinisme. Or, il y a les nationalistes, ils sont d'accord qu'il a fait ses crimes, mais ils arrivent à une autre conclusion quand même. Et donc là, ils sont pris, dans les années 89, pour la première fois surgit la question du pouvoir, et là il apparaît deux branches. Celle à laquelle s'oppose Batkin, qui dit, bon, mais dans ce cas-là, si on n'est pas capable par des valeurs à sauver le peuple de sa corruption morale, alors on va utiliser la violence. On va soutenir la violence, et c'est-à-dire qu'on va imposer la démocratie au peuple, et on va créer un régime démocratique, mais insulé. Le libéralisme autoritaire. Un libéralisme autoritaire. Isolé du peuple, qui va être protégé contre le peuple, c'est-à-dire on va réduire toutes les possibilités de contestation, de contre-pouvoir et de la force de l'opposition. Et c'est ça qui est arrivé. Ouais. C'est ça, c'est la Constitution de 1993, qui est la Constitution super présidentielle de la Russie d'aujourd'hui, qui est faite pour qu'on ne puisse pas contester la Constitution démocratique. Alors ça fonctionne super bien parce qu'effectivement, on ne peut pas contester le régime. Le seul problème, c'est que ce régime, juste après, a abandonné les libéraux et est devenu conservateur et nationaliste, mais les libéraux ne pouvaient plus rien faire, puisque le régime avait été fait de telle manière qu'ils ne puissent pas protester. Ouais. Alors ça, c'est le grand paradigme qui est derrière ma thèse, que j'essaie d'expliquer, c'est-à-dire comment on a créé on a essayé de fonder la démocratie de manière autoritaire, et en faisant cela, on a tué la démocratie. Ouais. Mais, et donc là j'en viens à Batkin, qui est une position dissonante, c'est pour ça que je trouve intéressant à cette époque-là, qui critique donc les autres libéraux en disant vous avez tort en disant qu'on va arriver à la démocratie par la violence, c'est-à-dire en imposant le régime. On n'arrivera à la démocratie que par la démocratie. Et là, il exprime une position qui est effectivement extrêmement optimiste, c'est-à-dire, regardez, on nous avait dit que notre peuple était trop corrompu pour que ça fonctionne. Or là, ça fait 2 ans, puis regardez tous les partis politiques qu'on a, regardez tous les syndicats qu'on a. C'est prometteur pour l'avenir. Et de ce point de vue-là, je reviens à la question de l'optimisme. On pourrait dire qu'à son époque, moi je pense qu'il n'était pas, mais c'est une question d'interprétation parce que là on est dans l'histoire avec des signes, mais je pense qu'il y a une réelle alternative qui a été ratée à cette époque-là. C'est-à-dire que la Russie aurait avec le soutien de l'Occident. La Russie aurait pu suivre une voie plus proche de celle de la Lituanie, par exemple. Alors je dis pas que ça aurait été exactement la même chose parce qu'évidemment il n'y avait pas la perspective de l'entrée dans l'Union européenne, mais je pense que c'était pas écrit dans le ciel que ce qui s'est passé devait se produire. Et ensuite il y a la question aujourd'hui. Ben aujourd'hui, je pense qu'il y a toujours un petit peu matière à optimisme. En fait, il y a beaucoup de mobilisation sociale en Russie. Toute la question, c'est aussi comment les démocrates vont agir par rapport à ces mobilisations sociales, puisque encore récemment, on voit que certains démocrates en Russie, ou ceux qu'on appelle les libéraux dans les médias, sont assez prompts, par exemple, à dire ah oui, mais il nous faudrait un régime démocratique, mais là, on s'entend que, par exemple, on pourrait peut-être réduire le droit de vote en le limitant
un vote censitaire. Il y a des libéraux qui sont pour le vote censitaire, en disant parce que quand même, c'est pas tout le monde qui est suffisamment, je veux dire, responsable pour voter pour la démocratie. Non, quand même. Donc, il y a cette tentation toujours qui est là, qui, à mon avis, qui a été la tentation à laquelle ils n'ont pas été capables de résister en 91, puis ça serait dangereux. Mais tu as eu, Guillaume, ma dernière question avant de donner la parole au public. Tu as eu la chance de faire, dans tes derniers voyages en Russie, d'aller interviewer ces grands-pères-là qui sont aujourd'hui d'un certain âge. Comment ils se sentent? Comment ils vivent? Ils picolent beaucoup? Qu'est-ce qu'ils racontent? Est-ce qu'ils acceptent de parler de cette période-là? Comment ils voient la situation actuelle en Russie? Juste quelques mots rapidement. D'abord, je veux dire qu'il y en a plusieurs que, comme ils vivent plus beaucoup parce qu'en fait, il y en a un grand nombre qui sont décédés, dont certains qui sont décédés entre le moment où j'ai écrit la thèse et aujourd'hui, dont Batkin, à qui j'ai envoyé juste au moment de ma soutenance ma thèse, et j'ai reçu une lettre de sa veuve qui me disait qu'il était décédé le mois d'avant. Donc maintenant, je suis en contact avec sa veuve, j'ai eu accès à ses archives pour cette raison-là, donc je poursuis mes recherches dans ce sens-là. Mais sinon, je veux dire que de manière générale, j'ai dit que les Russes avaient une relation un peu trouble avec la perestroïka parce qu'ils ont pris l'impression de s'être fait flouer, en fait, d'avoir cru à des idéaux qui finalement qui avaient été naïfs d'utiliser le terme. Ouais. Sauf les protagonistes de ma thèse, qui eux étaient vraiment contents d'avoir enfin quelqu'un qui leur pose des questions sur, certains m'ont dit, la plus belle période de leur vie. Ouais. Parce qu'effectivement, je veux dire, c'était des vedettes à l'époque, c'était même des acteurs politiques majeurs, j'ai pas beaucoup parlé de leur implication, mais ils ont été directement impliqués dans l'action politique. Et ils étaient vraiment contents qu'il y ait un petit jeune qui vienne de l'étranger pour leur poser des questions, puis en mangeant des biscuits, puis du thé pendant des heures qu'il leur raconte. Donc oui, ils étaient contents. Merci. Alors, j'aimerais laisser la parole à ceux qui auraient envie de questionner l'auteur du jour, Guillaume Sauvé.